Je vais commencer par vous retourner le remerciement. Merci à Mare Nostrum et merci à l'équipe d'organisation. Du coup, ça fait... on est en immersion, je ne pense pas que l'affichage allait être si grand. Donc, on va prendre un peu de recul sans forcément sortir de la Méditerranée, puisque moi, je travaille à l'échelle nationale pour le réseau des parcs naturels marins. Et donc, vous savez bien qu'il y a le parc naturel marin du Golfe du Lion qui se situe ici, on est presque dedans. Mais il y en a 7 autres qui se situent un peu partout sur la planète, en fait. Et donc, on s'est posé la question, ça fait quelques années maintenant, sur comment prendre en compte la question du changement climatique dans nos politiques. C'est pas forcément une chose évidente, hein, je vais pouvoir vous le détailler ensuite. Et donc l'année dernière, en fait, par l'intermédiaire de quelques échanges et puis du travail d'un stagiaire, on a pu décliner comme ça quelques grands défis qui ont donné lieu à un document. Et donc du coup, ici, je vous propose d'en faire un petit résumé. Donc d'abord, ça me paraissait intéressant de vous dire, alors peut-être que certains connaissent, hein, mais vous dire où se situent les parcs naturels marins. Donc il y en a 2 en Méditerranée, j'imagine que vous connaissez, le Golfe du Lion et le parc naturel marin de Cap Corse et la mer d'Agriate. 3 sur la façade atlantique, dont un qui se situe presque à la limite, hein, Manche Atlantique, le parc naturel marin d'Iroise. Un en Manche mer du Nord, et puis 2 autres en Outre-mer, donc un à Mayotte en océan Indien et puis un à Martinique aux Antilles, ce qui en fait une situation quand même intéressante d'un point de vue du témoignage de ce qu'on peut observer autour du changement climatique, puisque on se trouve sur plusieurs océans, plusieurs mers, et dans plusieurs latitudes aussi. Voilà. Sachant que je pense qu'il n'y a que celui de Mayotte qui est dans l'hémisphère sud, l'Équateur doit être juste entre les deux. Donc les parcs marins, le Code de l'environnement dit qu'ils doivent travailler sur la connaissance, sur la protection et sur le développement durable des activités. Donc c'est ce qu'on appelle des projets de territoire. Ils ont vocation évidemment à protéger, mais ils ont aussi vocation à soutenir les activités pour peu qu'elles soient compatibles avec les enjeux de protection de la biodiversité. Et ça, je pense qu'il est important aussi de le retenir dans le cadre des questions qu'on se pose autour de la prise en compte du changement climatique. Alors rapidement, certains peut-être d'entre vous connaissent, hein, on a plusieurs acteurs qui se trouvent autour de la table et qui constituent finalement cette gouvernance qui est caractéristique des parcs naturels marins, des usagers professionnels, des associations, des usagers de loisirs, des experts, il y en a peut-être parmi vous ici, services de l'État, élus et bien sûr d'autres espaces protégés. Voilà, ici on a la réserve de Banyuls qui est dans le parc naturel marin du Golfe du Lion. Et donc, toutes ces personnes qui constituent une sorte de parlement donnent différents objectifs qui, eux-mêmes, vont permettre de rédiger un plan de gestion pour 15 ans. Et aujourd'hui, le premier parc, donc le parc naturel marin d'Iroise, révise son plan de gestion. Voilà, donc on est finalement sur une politique publique qui est assez jeune, à l'échelle des politiques publiques de l'environnement. Les parcs nationaux, c'est 60 ans d'existence. Voilà, donc des projets de territoire où finalement il se dit plein de choses. Tout le monde, chacun voit un peu midi à sa porte. Et le but du jeu, c'est d'échanger pour construire des objectifs autour de la gestion du milieu marin. Et ici, donc, ça me paraissait intéressant de vous montrer, c'est simplement une analyse sémantique des différents objectifs à long terme, donc à 15 ans, que font les parties prenantes.
et en fonction de la fréquence des mots et puis de leurs associations. Et donc on voit évidemment qu'il y a toute une partie, et pas le pointeur, c'est pas grave, en tout cas vous le voyez bien, sur la conservation des espèces, en bleu. Une autre partie sur la qualité de l'eau, qui se distingue franchement, et puis aussi une partie sur tout ce qui concerne le patrimoine culturel maritime, donc toute l'histoire du territoire, l'ancrage territorial, et puis ensuite, de manière un peu plus, comment dire, mêlée en fonction des plans de gestion des parcs marins, tout ce qui va concerner la compatibilité des pratiques avec la préservation du milieu, au centre duquel, évidemment, on retrouve pêche, ressources, etc. Et donc, on peut faire le constat que quand on lit les plans de gestion, les enjeux climatiques ne ressortent pas franchement de manière évidente. En tout cas, c'est pas dans la plupart des parcs, c'est pas écrit avec un objectif clair. Probablement parce que en fait, les parcs ont été créés pour gérer des pressions pour lesquelles ils sont à même d'avoir des leviers. Et étant donné que le changement climatique est une pression planétaire, et c'était pas forcément évident de se dire bon on va résoudre le problème ici parc. Et puis aussi, même si c'est de plus en plus avéré, on a un certain nombre d'incertitudes sur les impacts. C'est dur de montrer autant sur toute sur tous les aspects physiques de la température, ça ne fait pas de doute, autant sur les impacts et les processus biologiques, c'est beaucoup plus compliqué. Néanmoins, les deux derniers parcs qui ont vu le jour, donc de mémoire Cap Corse en 2019 et Martinique en 2020, ils ont choisi quand même d'avoir deux finalités qui incluent la question du changement climatique. Donc avec le Cap Corse qui veut donc faire un laboratoire, un observatoire du changement climatique, donc vraiment un objectif de connaissance. Et la Martinique qui dit des écosystèmes côtiers et marins qui participent à l'adaptation de la Martinique au changement climatique et à son atténuation. Où là, il y a vraiment un enjeu adaptation, atténuation, donc un peu plus globalisant. Voilà. Ça, c'était pour brosser un peu le panel comment dire, l'engagement contractuel des parties prenantes autour de la prise en compte du changement climatique dans les documents de gestion. Alors là, je vous propose, c'est un résumé du document. D'ailleurs, il y a un flashcode en fin de présentation, vous pourrez éventuellement le consulter. Donc il y a peut-être des choses, certainement, que beaucoup d'entre vous connaissent. Mais néanmoins, je vais les rappeler ici. Donc on a de plus en plus l'habitude de parler du trio mortel associé au changement climatique qui donc considère le réchauffement, l'acidification et la désoxygénation. Pour le réchauffement, bon, c'est évident. Hein, comment dire, l'océan récupère l'énergie thermique de l'atmosphère. Je crois d'ailleurs que c'est quelque chose comme 90% de l'énergie thermique est contenue dans l'océan, avec évidemment beaucoup plus d'inertie. Donc, ça veut dire plus l'atmosphère se réchauffe et plus l'océan va se réchauffer avec un peu de retard, mais voilà. Voilà, pour le réchauffement, l'acidification, qui, avec évidemment qui va influencer la balance chimique à cause du dioxyde, le dioxyde de carbone en plus forte concentration va influencer la balance chimique, ce qui va causer un certain nombre de dommages, j'en parlerai un peu plus tard. Et puis la désoxygénation, qui en fait est une cause plus ou moins indirecte du changement climatique, parce que le dioxygène est moins soluble dans l'eau plus elle est chaude. Ça, c'est une évidence. Enfin, c'est une évidence, non, c'est un fait. C'est pas forcément évident d'ailleurs. Mais c'est surtout la courantologie et les échanges entre les différentes couches des masses d'eau qui va engendrer en fait des masses d'eau désoxygénées, ou en tout cas beaucoup moins oxygénées.
J'en parle d'ailleurs dans ce petit encart, où on va avoir ce qu'on appelle un approfondissement de la thermocline. C'est-à-dire que c'est la couche, enfin par approfondissement, il faut entendre que c'est la couche supérieure qui va s'approfondir. Donc la thermocline va être plus basse. Et puis, voilà, une diminution, ce que je disais à l'instant, de la réoxygénation. Une des conséquences, toujours abiotique, hein. Là on ne parle pas de biologie, c'est simplement de la physique, éventuellement un peu de chimie, non même pas, c'est de la physique pure. La montée des eaux avec du coup les phénomènes de submersion et puis d'érosion du trait de côte, hein, dilatation de l'eau et puis fonte des différents glaciers et calottes polaires. Et puis la circulation océanique où là on sait qu'il peut se passer les choses, il va se passer les choses, mais c'est toujours encore, enfin on est beaucoup dans l'incertitude par rapport à ça, avec notamment des courants très structurants, hein, donc l'AMOC, d'ailleurs je serais peut-être en peine de décrire l'acronyme en anglais, enfin bref, le Gulf Stream fait partie de cet ensemble de courants qui fait que en fait il ne fait pas si froid en Europe parce que voilà, la chaleur de l'océan Atlantique qui remonte nous est transmise. Donc l'AMOC pour l'océan Atlantique et le phénomène l'ENSO avec le phénomène d'El Niño pour l'océan Pacifique, ou en tout cas plus dans l'hémisphère sud. Avec une prépondérance de ces effets dans l'océan Pacifique. Et donc tout ça risque d'être fortement perturbé par le changement climatique aussi, avec voilà, des points d'interrogation sur les effets et les conséquences de tout ça. Certains parlent d'arrêt brutal. Bon, après, je ne sais pas s'il faut être aussi alarmiste, mais voilà, gros point d'interrogation. Donc par rapport à ce qu'on peut déjà constater, alors sur les parcs marins, là c'est quelques extraits qui ont été issus d'une petite revue des différentes études climatiques qui ont été menées sur les territoires de parcs. Alors, sur le passé et d'un point de vue prospectif, on a voilà, en Iroise déjà 1,2 degré depuis 1950 jusqu'à maintenant. Au Cap Corse, 0,5 degré dans les 10 dernières années, voilà, c'est mesuré. Et puis voilà, la mer qui monte, alors de manière différente selon les territoires, sachant que voilà, les projections sont entre 1 et 2 mètres d'ici 2100. Et ça c'est important aussi, des conséquences sur les précipitations et le débit des rivières, sachant que beaucoup de nos territoires dans les parcs naturels marins sont, subissent les effets, mais fonctionnent avec les exutoires les masses d'eau des exutoires des grands fleuves. Ici, je crois que c'est je peux dire une bêtise, je suis de Brest, donc voilà, le courant liguro-provençal hein, qui vous amène l'eau du Rhône. En tout cas, d'ailleurs, peut-être que pour le Rhône, les effets seront un peu lisses. Enfin, il y aura un changement, mais ce ne sera pas une réduction estivale, mais comme il va moins neiger, et donc du coup, il y aura plus d'eau finalement à couler en hiver, il y aura peut-être des débits qui seront lissés tout au long de l'année, avec ce que ça engendre aussi de changements pour le transport sédimentaire, etc. Peut-être de panache. Voilà. En tout cas, au niveau de la métropole, on peut s'attendre à de moins 10 à moins 40, faut retenir, enfin moi je retiens un tiers des débits en moins d'ici 2050. Alors, par rapport à la méthode de prise en compte du changement climatique, il y a eu un LIFE, donc un projet européen qui s'appelle le LIFE Nature Adapt, qui a essayé de travailler sur une démarche un peu, comment dire, standardisée, parce qu'en fait les gestionnaires d'aires protégées, de manière générale, c'est aires protégées au sens large, mer, terre, voilà, avaient besoin d'un petit coup de pouce par rapport à ça, et donc ils ont travaillé à une manière comment dire, rigoureuse pour prendre en compte le changement climatique dans les documents de gestion. Donc l'idéal, c'est d'avoir ce travail-là juste avant, soit au moment de la création d'une aire protégée, bon,
n'y en a plus beaucoup qui se créent. Enfin, peut-être avec les prochaines annonces, on va voir. Mais, enfin, avec les annonces et du coup, les prochains engagements. Mais soit pour la révision du document de gestion, où du coup, on fait une analyse, donc avec les données climato, météo qu'on a, sur le site du DRIAS, là, il y a beaucoup de choses. Une analyse du coup en amont. Qu'est-ce qui va se passer sur le territoire? Parce qu'en fait, le principe des aires protégées, c'est qu'il y a un périmètre donné. Voilà, ça ne bouge pas avec la température. Et donc, les enjeux peuvent changer en fonction des phénomènes de tropicalisation et donc, du coup, de monter vers le pôle des espèces et plus généralement des habitats. Donc, savoir, est-ce qu'on l'espèce ou l'habitat que je protège aujourd'hui va être le même dans 10 ou 15 ans. Est-ce que finalement, tous les efforts que je fais pour ça, c'est pas voué à l'échec? Donc c'est toutes ces questions-là en fait qu'il faut se poser. Et ça inclut cette cette analyse prospective. Et donc, où on vient regarder aussi tout ce qui concerne les activités humaines, parce que les espèces vont évidemment bouger, évoluer, se déplacer, mais possiblement les activités humaines aussi. Voilà, on voit que, par exemple, en Méditerranée, en début d'après-midi, voilà, il n'y a pas forcément beaucoup d'activités. Il y a des effets report aussi, le matin, le soir. Alors, est-ce que ça va pas engendrer des interactions qu'il n'y avait pas avant avec des espèces. Et donc, le but du jeu, c'est d'avoir cette analyse prospective pour anticiper la gestion et donc, du coup, écrire un document de gestion qui intègre parfaitement ces enjeux-là. Donc, alors, évidemment, on ne l'a pas fait pour le... Là, en un an, pour les 8 parcs naturels marins, mais on s'est quand même inspiré de ça en essayant d'avoir voilà, quelque chose de brosser le portrait de ce que seraient les parcs avec un climat qui change. Et surtout échanger déjà avec les collègues, interroger des spécialistes pour voir déjà ce qu'ils constatent sur le territoire et éventuellement qu'est-ce qu'ils sont en capacité de faire pour pouvoir s'adapter. Et donc on en a décliné 5, on a appelé ça des défis. Parce que les enjeux, en fait, c'est très codé. Les enjeux, c'est dans le document de gestion. Voilà, on n'appelle pas. J'avais dit enjeux, non, c'est défis. Et donc, je vous propose de les décliner rapidement ici, avec l'idée d'avoir. Enfin, quand je fais la présentation, je me disais que c'est pas mal d'avoir des cas un peu concrets. Voilà, même si je suis pas spécialiste de tous les habitats, toutes les espèces, et certainement que sur les quelques exemples méditerranéens, vous pourrez compléter. Alors, le premier défi, on a appelé ça « Protéger un patrimoine naturel en mutation pour favoriser sa résilience ». En fait, enfin, je l'ai dit tout à l'heure, les parcs naturels marins n'ont pas vocation à lutter directement contre le changement climatique, et en tout cas contre la pression des gaz à effet de serre qui engendre le changement climatique. Donc, il faut qu'ils prennent ça en compte à leur échelle, en favorisant la résilience, c'est-à-dire en travaillant sur les pressions qui s'exercent à leur échelle et qui peuvent être cumulées aux pressions associées au changement climatique. C'est par exemple le cas pour les coraux. Là, on voit pas une patate, mais un acropore de corail donc qui est blanchi, hein, enfin, vous voyez bien. Le fait est que les coraux sont aussi sensibles à la turbidité, et ils sont aussi sensibles à des contaminations virologiques, voire bactériennes, je crois. Et donc, le fait déjà de lever ces pressions locales, turbidité, virus, bactéries, c'est donner plus d'opportunités pour la survie du corail, voilà, pour qu'il reprenne la zooxanthelle, refasse sa symbiose ensuite, après l'épisode de blanchissement. Après, on peut travailler, alors là, c'est un peu tabou, mais ça l'est de moins en moins, hein, sur les aspects génétiques, en travaillant sur des espèces qui ont des prédispositions génétiques, voilà, avec
plus forte acceptation des stress thermiques et éventuellement, mais là, sur du bouturage. Mais voilà, je crois que les parcs naturels marins ne sont pas prêts encore à aller sur ce terrain-là. Alors, la petite tortue, là, vous connaissez, c'est le cas typique au golfe du Lion, c'est les tortues Kawan dont on voit les pontes récentes sur les plages du coup occidentales de la Méditerranée, avec une histoire de sexe ratio mâle-femelle, donc qui amène du coup à les femelles à venir pondre de plus en plus vers l'ouest pour avoir un peu moins de température, me semble-t-il, pour avoir moins de mâles, ou plus de mâles, je ne sais plus, vous me direz. Et donc là, pareil, il faut que les gestionnaires s'adaptent. C'est ce que fait d'ailleurs le golfe du Lion. J'avais le plaisir j'étais venu en septembre dernier quand il y avait l'exclos qui avait été posé justement pour pouvoir favoriser et éviter des pressions supplémentaires qui viendraient détruire les œufs de cette tortue Kawan. Voilà. Et puis là, il s'agit de la moule asiatique. On parlait juste à l'instant des espèces exotiques envahissantes. Il se trouve que sur le bassin d'Arcachon, cette espèce est capable de résister aussi à des stress thermiques considérables, et donc elle a une tendance alors je ne sais pas si on peut la qualifier de triple E, mais en tout cas c'est une espèce non indigène et qui étouffe en plus le système racinaire des zoostères, et donc qui peut poser un certain nombre de problèmes. Voilà. Défi 2, accompagner les activités sur le périmètre du parc. Parce que je vous disais que les PNM, c'est protéger la biodiversité, mais c'est aussi comme on peut accompagner les activités. Vous voyez ici sur la gauche une figure qui représente le front thermique d'Ouessant. Il se trouve que c'est un phénomène très structurant pour tout le milieu pélagique au large du Finistère, hein. Donc là où il y a le parc naturel marin d'Iroise, et qui permet d'avoir des blooms. Alors c'est tout ce qui est le plus normal, hein, c'est même bien, des blooms phytoplanctoniques et derrière du zooplancton qui, du coup, commence le début de la chaîne trophique et qui vient ensuite nourrir les sardines. Le fait est que cette stratification intervient de plus en plus. Le milieu disons que le front est assez éloigné et en hiver, il a tendance à revenir proche de la côte avec un phénomène de stratification. Et il y a ce bloom de phytoplancton n'opère pas comme avant. Il est plus loin des côtes, coïncide moins avec le cycle classique du phytoplancton, et donc il serait moins riche, ce phytoplancton-là, c'est pas qu'il y en a moins, mais c'est qu'il serait moins riche, notamment en oméga 3, et donc du coup nourrit moins aussi le zooplancton et nourrit moins les sardines, et les pêcheurs du coup constatent des réductions de la taille des sardines. Donc il y a besoin d'anticiper ça. Est-ce qu'il ne faut pas travailler sur d'autres pêcheries? Il y en a même qui parlent de travailler sur la réduction du process de la taille des boîtes de sardines. Enfin, ça peut aller finalement assez loin. Donc les huîtres, vous avez reconnu les tables d'huîtres là. L'acidification empêche, contraint fortement les huîtres dans leur période, dans leur stade larvaire, et donc c'est compliqué, notamment pour le bassin d'Arcachon là, et c'est de plus en plus difficile d'avoir des captages de naissains d'huîtres, donc à tel point qu'il faudra peut-être imaginer avoir des captages de naissains ailleurs et les réimporter et pas faire tout le cycle sur le bassin d'Arcachon. Voilà, donc ça pose vraiment des questions structurantes en termes de process, parce qu'en fait, naturellement, les sables autour du bassin d'Arcachon sont plutôt déjà acides, contrairement à d'autres endroits où c'est plus alcalin, et donc du coup, ça contrerait plus les phénomènes d'acidité liés au changement climatique. Et je disais aussi évolution des pratiques de loisirs avec les fortes chaleurs, ce que je citais précédemment. Probablement qu'il faudra aussi accompagner ça, ou en tout cas déceler des nouvelles pratiques pour éventuellement voir s'il n'y a pas des nouveaux enjeux de
protection de compartiment de la biodiversité associée. Le défi 3, alors qui est un peu... parce que là, depuis tout à l'heure, je vous parle d'adaptation, mais en échangeant avec les collègues, on s'est dit, OK, les parcs naturels marins ne pourront pas faire diminuer de manière notable les gaz à effet de serre. Néanmoins, on a estimé qu'on avait quand même une responsabilité en matière un peu de vitrine pour montrer que certains écosystèmes peuvent quand même avoir une vraie utilité pour l'atténuation avec le fonctionnement de stockage et de séquestration du carbone. Alors ici, je vous ai mis 2 habitats pour lesquels ça ne fait pas de doute. La mangrove, ici, et les présalés, donc Martinique à droite, estuaire Picard, mer d'Opale à gauche, pour lesquels en fait c'est avéré, hein, c'est des systèmes qui sont capables de stocker le carbone et de le séquestrer. Voilà, après c'est à nous de communiquer là-dessus. Je sais que sur le territoire sur la Gironde et mer des Pertuis, il y a des chiffres qui sont sortis. Un terrain de foot de Présalé, ce serait peut-être compenser l'empreinte moyenne d'un Français. Bon, après à voir, hein, je pense qu'il y a une grosse variabilité, mais je pense que c'est de notre responsabilité de travailler là-dessus aussi. Sur d'autres habitats, c'est moins évident. En tout cas, je pense qu'il faut faire un peu plus attention. Moi, je ne suis pas spécialiste, mais c'est en entendant les scientifiques sur notamment les austères, Posidonie compris. Alors peut-être qu'il y en a qui savent mieux que moi, mais il y a des phénomènes les macroalgues aussi, où en fait il y a des phénomènes de reminéralisation des végétaux qui font que c'est pas forcément un stockage hyper long terme, quoi. Voilà, donc à nous de continuer à documenter ça pour savoir si, justement, pouvoir chiffrer cette fonctionnalité, ce service écosystémique pour chaque type d'habitat et peut-être au sein de ces habitats-là, sous-type d'habitat. Voilà, c'est ce qui a commencé à être fait pour les présalés notamment. Se préparer à des événements épisodiques extrêmes. Alors là, je vais commencer par la photo du phénomène de derecho, qui est un phénomène qu'on retrouve en Méditerranée. Alors c'est pas évident, hein, le positionnement des parcs marins là-dessus, mais il y a probablement un travail autour à la fois de la prévention vis-à-vis des plaisanciers notamment, et de la réparation. Donc en fait, ces phénomènes-là ont lieu quand la mer est très chaude et puis il y a une masse d'air froide au-dessus qui crée du coup un mouvement, je ne suis pas météorologue, mais du coup un phénomène violent de transfert énergétique et donc du coup des vents violents. A priori, c'est documenté, c'est beaucoup plus fréquent qu'avant. En Atlantique, a priori, les tempêtes, l'augmentation de la fréquence des tempêtes n'est pas si avérée que ça. Leur intensité, oui, mais les fréquences de tempêtes, pas forcément. Pour les phénomènes typiques, là, été ou post-été, a priori, c'est avéré. Et puis, d'autres événements qu'on peut considérer comme extrêmes, ce sont ce qui est en lien avec des blooms algaux. Donc là, j'ai représenté un bloom d'une petite algue de Phéocystis qui en fait augmente aussi, et il y a fort à parier que c'est à cause des gros apports, donc là c'est le parc estuaire Picard à mer d'Opale dans le nord, à cause des gros apports terrigènes associés aux inondations, voilà, qui viennent amener des apports telluriques et qui amènent des sels nutritifs en grande quantité et qui créent ces blooms qui eux-mêmes peuvent être contraignants hein, sur notamment le système respiratoire de certains poissons, semble-t-il. Et donc enfin, le dernier défi, c'est gérer durablement l'interface terre-mer. C'est un lieu où en fait on concentre tous les enjeux. Avec du coup évidemment trouver la bonne gestion face à la montée des eaux, là où on voit une digue, c'est au bassin d'Arcachon, donc là c'est évidemment ce qui a
probablement de pire à faire, avec sans doute voilà, d'ici 20-30 ans des phénomènes de submersion qui passeront au-dessus, et donc il va falloir en faire une derrière, etc. Donc il y a un vrai enjeu à travailler sur ce qu'on appelle les solutions d'adaptation fondées sur la nature. Voilà, c'est un peu une des missions phares, notamment de Grégory Agen ici, qui travaille sur le trait de côte. Voilà, avec donc, voilà, c'est simplement pour titre de plus d'illustration que vraiment pour citer, décliner l'exemple. Banquette de Posidonie ici, voilà, un enjeu sans doute de gestion. Et puis ici des austères marines probablement, qui ont un vrai, en fait, une vraie utilité sur le bassin d'Arcachon. Ils ont vu que finalement un bon herbier de zoostère va permettre d'avoir un vrai effet mécanique contre les vagues et donc limiter les phénomènes d'érosion dans certains cas de figure. Donc voilà, travailler notamment sur toutes ces végétations, surtout sur des plantes à fleurs, que ce soit zoster, posidonie, présalé, mangrove, les végétations littorales qui ont sans doute un vrai enjeu vis-à-vis de l'adaptation au changement climatique et notamment vis-à-vis de la montée des eaux. Dans l'interface terre-mer, je n'ai pas illustré ça ici, mais il y a aussi les estuaires où avec des phénomènes de bouchons vaseux qui peuvent intervenir, qui vont sans doute aussi évoluer à cause des débits qui vont réduire aussi. Donc il y a des projets de recherche notamment en ce moment autour de ça, un projet de recherche qui s'appelle Riomar, qui essaye de travailler sur ce que seront les masses d'eau littorales proches des estuaires entre 2040-2050 et 2080 et en 3000, 20 ans plus tard. Voilà, pour pouvoir anticiper ça et se poser dès maintenant les bonnes questions. Voilà, donc une dernière diapo, simplement, parce que en faisant le diaporama, je me suis dit, bon, on fait beaucoup de constats, mais il n'y a pas, enfin, de passer, parce que le document s'appelait du constat à l'action, donc maintenant il faut passer à l'action. Bon, il y a quelques quand même pistes d'action, hein, mais c'est pas évident, il faut être honnête. Continuer à accompagner les usages, ça je pense qu'il faut falloir qu'on se pose vraiment des questions sur la manière dont peut-être monter des projets, notamment autour des pêcheries, voilà, pour pouvoir anticiper sur des territoires donnés les effets du changement climatique. Réduire par rapport à là j'ai repris en fait les 3 missions principales des parcs naturels marins. Par rapport à la protection, travailler sur peut-être les effets cumulés entre les pressions locales et celles du changement climatique, pour avoir une stratégie un peu fine sur l'utilité de réduire certaines pressions pour pouvoir encaisser les effets au moins ponctuels du changement climatique, avec certaines canicules marines par exemple, et travailler de manière plus générale sur la connaissance, en continuant d'observer les tendances, et pourquoi pas avec cette idée d'observatoire à l'échelle des... Alors je sais qu'il y a des observatoires régionaux qui ont toute leur utilité d'un point de vue biogéographique, mais voilà, nous on se pose un peu la question aussi d'avoir un observatoire. Alors derrière le mot observatoire on peut un peu tout mettre, mais quelque chose en tout cas qui donne à voir les effets aussi bien abiotiques que biologiques sur l'ensemble du réseau des parcs naturels marins, pour témoigner de ce qui se passe dans le monde, on peut dire ça comme ça, si on exclut l'océan Pacifique, en tout cas dans plusieurs océans. Voilà les enjeux pour la suite. Je vous remercie. Merci beaucoup, Paula. Donc, je vais commencer aussi, notamment sur la diapo avec les banquettes de Posidonie. Souvent,